À partir du moment où l'indice UV est supérieur ou égal à 3, il faut protéger toutes les zones qui ne sont pas couvertes par les vêtements. Quand on se maquille, il faut se démaquiller parce que parfois certains nettoyants n'éliminent pas correctement le maquillage. Donc si comme moi, on a une peau un peu à imperfection et qu'on a passé 30 ans... C'est magique. C'est ce que je dis à mes patients pour les encourager à traiter leur acné. Je leur dis souvent, les actifs anti-acné, c'est des actifs anti-âge. Donc allez-y, il faut y aller. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Soin, le podcast d'Aromazone. Ici, on explore les différentes manières de prendre soin de soi et surtout de sa peau avec des femmes engagées, expertes en leur domaine. On parle de médecins, dermatologues, pharmaciennes, naturopathes, même chefs cuistots ou encore philosophes. Toutes partagent une vision globale et engagée du soin. Je suis Marine L'Orphelin, médecin généraliste et autrice du livre En pleine forme, un véritable guide pour prendre soin de votre santé physique et mentale. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir une invitée que vous connaissez peut-être déjà grâce à Instagram, où elle prodigue ses conseils sous le nom de Dr Skin. Bonjour Dima. Bonjour. Tu es dermatologue et donc avec toi, on va parler d'actifs dermocosmétiques, de gestes essentiels, démonter quelques idées reçues autour des soins de la peau. Oui. Il y en a beaucoup qui circulent. Il y en a énormément. C'est vrai que tu parles de peau avec beaucoup de sérieux et j'apprécie vraiment ton approche parce qu'aussi tu aimes mettre un petit peu de touche d'humour. Oui. Et notamment remettre en question certaines tendances beauté, parfois étonnantes, voire risquées pour la peau. Complètement. Dernièrement, on voit beaucoup passer de tendances autour du maquillage, par exemple. Il y en a énormément. Il y a des personnes qui vont se mettre, par exemple, énormément de couches de maquillage pour cacher aussi certaines maladies dermato. Donc oui, effectivement, il fallait revoir un petit peu toutes ces idées reçues qu'on voit. Alors justement, avant que tu nous expliques un petit peu plus finalement comment on peut prendre soin de sa peau avec une bonne routine dermocosmétique, j'aimerais que tu nous partages un peu ton parcours. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir dermatologue ? À la base, je voulais faire de la chirurgie parce que je suis quelqu'un de très manuel. Donc, j'avais envie d'avoir un côté manuel dans mon exercice de la médecine. Donc, je me dirigeais vers soit la chirurgie ORL ou alors l'urologie ou la chirurgie réparatrice. Le seul souci de la chirurgie, c'est qu'on dépend forcément de quelqu'un et je suis quelqu'un de très indépendant. Donc, je me suis dirigée vers la dermato. C'est ma dermato de l'époque qui m'a donné envie de faire cette spécialité. Et en fait, je regrette pas du tout mon choix. C'est une spécialité qui est très vaste, c'est transversal. On voit des patients de tout âge, des hommes, des femmes, et puis surtout plein de choses différentes, de l'inflammatoire, de l'infectiologie. On peut aussi faire de la chirurgie en dermato, on peut faire de l'esthétique. Donc, on s'ennuie pas et c'est ça qui m'a fait aller vers cette spécialité. Ce que je trouve dommage quand on fait un choix en médecine, c'est parfois on peut se baser sur les items qu'on va travailler dans les livres. Enfin, je sais pas si toi, on n'a pas forcément l'occasion de découvrir toutes les spécialités en pratique. C'est ça. Et en fait, la plupart des médecins exercent en libéral et ça on l'oublie. Et souvent nos stages on les fait en structure hospitalière. Donc avoir cette vision aussi de qu'est-ce que je veux faire après, à quoi ressemble ma spécialité après. Oui, des modalités vers le choix. Essayer de se projeter, je te rejoins complètement là-dessus. Et d'ailleurs, ça fait plaisir d'entendre ça concernant la dermatologie, parce qu'on manque de dermatologues aujourd'hui. Donc, si ça peut déclencher des vocations, tant mieux. Alors, je m'interroge justement sur pourquoi à un moment avoir eu envie d'aller sur les réseaux sociaux, d'aller diffuser des messages de santé, de prévention sur les réseaux sociaux. Il y avait pas mal de patients qui venaient me voir en fait quand je me suis installée en libéral en me disant j'applique tel skincare ou alors j'ai entendu qu'il fallait mettre du citron pour traiter telle ou telle problématique ou de l'ail. Enfin, j'ai carrément des patients qui sont venus avec de l'ail sur les cheveux en se disant ça va traiter ma chute de cheveux. Donc vraiment j'avais plein d'idées, je suspectais même pas que ça pouvait exister et je me suis dit waouh, là il faut vraiment faire quelque chose. Et je regardais, j'étais pas du tout sur les réseaux sociaux, même en perso, j'étais pas du tout fan de ça. Et là, je me suis dit, là, il y a quelque chose vraiment à faire. Il faut informer sur ça, surtout que la peau, ça fait partie quand même des sujets les plus recherchés sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que je me suis lancée là-dessus. Alors justement, tu as réussi. Félicitations, parce qu'aujourd'hui, tu es très suivie sur les réseaux sociaux. Et ce qui est intéressant, c'est que tu parles régulièrement de l'impact de l'hygiène de vie, du sommeil, du stress, de l'alimentation sur la peau. Tu as vraiment cette vision globale finalement de la santé et donc de la santé de la peau, ce que là encore une fois je partage complètement avec toi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu entends par approche globale ?
Je pense que tu dois t'en rendre compte aussi quand tu consultes. Les patients, quand ils viennent voir un médecin, la plupart du temps, c'est « j'ai un problème, je veux qu'on me l'enlève définitivement ». La peau, elle est concernée par énormément de maladies qui sont chroniques et qui dépendent énormément de notre mode de vie. Et le problème, c'est que la plupart des patients qui viennent en consultation, c'est « ah, j'ai un bouton, j'ai telle tâche et j'ai telle problématique, je veux un traitement et je veux plus qu'on en parle en fait ». Oui, un traitement efficace, rapide. Exactement. Sauf que ça se passe pas du tout comme ça parce que déjà, il faut comprendre que notre peau, c'est un organe qui est vivant et c'est l'interface entre notre corps et le monde extérieur. Et il y a un mot qui a été décrit par les scientifiques qui s'appelle l'exposome. L'exposome, c'est l'ensemble des facteurs externes auxquels on est exposé et qui va modifier le fonctionnement de notre corps. Et on le sait aujourd'hui, c'est quoi l'exposome ? Ça va être la pollution, le stress, notre alimentation, le sommeil, la consommation de toxiques comme le tabac, l'alcool et l'exposition au soleil. Et donc, notre peau, elle est en première ligne. Si on considère qu'on va juste prendre un traitement qui va tout effacer, on se trompe complètement et on va être déçu par les traitements. Et c'est pour ça que je veux alerter sur l'importance de la prise en charge globale de la peau. Oui, et qu'il faut s'y intéresser assez tôt. Parce que dans une interview radio, tu as dit cette phrase très juste, « On a une seule peau, c'est un organe vivant, on n'est pas des serpents ». Donc, en gros, on ne mue pas plusieurs fois dans notre vie, on conserve notre peau tout au long de notre vie. Et donc, dès le plus jeune âge, notre mode de vie va avoir un impact déjà sur notre peau. Oui, il faut en prendre soin. Les serpents, ils changent de peau et ça, c'est tant mieux pour eux. Peut-être qu'un jour, on arrivera à la changer, mais en attendant, on va la garder toute notre vie. Et dès le plus jeune âge, c'est important parce que on le sait aujourd'hui, par exemple, les coups de soleil dans l'enfance, c'est ce qui va avoir le plus d'impact sur les risques de cancer quand on est adulte. Donc, il y a énormément de choses qui vont influencer dès le plus jeune âge le fonctionnement de notre peau et son aspect à l'âge adulte et même son aspect sur le long terme et les maladies inflammatoires qui peuvent apparaître. Donc, c'est important de se dire, voilà, j'ai quelque chose de précieux, c'est ce qui me protège de l'extérieur, il faut que j'en prenne soin dès le plus jeune âge. En fait, on comprend qu'il faut prévenir, donc il faut essayer de prendre soin de sa peau dès le plus jeune âge. Néanmoins, il n'est pas forcément recommandé d'avoir des routines déjà très agressives ou très chargées, on va dire, pour les jeunes, les enfants ou les adolescents. Donc, j'aimerais qu'on décrypte ensemble quelques affirmations qu'on voit souvent passer, un peu des idées reçues, et tu me dis si c'est vrai ou si c'est faux. Alors, la crème solaire, c'est indispensable tous les jours, même en hiver. Alors ça, c'est vraiment une idée qui est très complexe un peu à démonter. C'est oui et non à la fois. Pour comprendre pourquoi on doit se protéger, il faut comprendre à quoi ça sert, la protection solaire. En fait, on est exposé à 2 types d'UV. On a les UV1 qui sont présents toute l'année, qui traversent les nuages, les vitres. Et eux, ils vont surtout être responsables des signes du vieillissement de la peau. Et s'il y a une exposition répétée et prolongée, de cancer de peau. Les UVB, eux, sont présents surtout pendant l'été et c'est surtout eux qui vont être responsables de cancer de peau. Une fois qu'on sait ça, il faut se dire pourquoi je me protège. Donc en hiver, on aurait envie de dire c'est contre les UVA. Voilà, contre les UVA. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que si je suis quelqu'un qui travaille à l'extérieur ou si j'ai une activité de loisir à l'extérieur, je fais du trail, je fais du golf, etc. Eh bien là, comme il y a une répétition de l'exposition, il y a quand même un risque de cancer de peau, donc il faut se protéger toute l'année. Pour les autres personnes, il faut se fixer ce chiffre-là. C'est l'indice UV qu'on voit dans les infos météo. À partir du moment où l'indice UV est supérieur ou égal à 3, il faut protéger toutes les zones qui ne sont pas couvertes par les vêtements. Et je rappelle quand même que la meilleure des protections reste les vêtements. Tout à fait. D'accord, ça c'est vraiment super important. Et après, pour toutes les personnes qui veulent se protéger pour les signes de vieillissement de la peau, là c'est toute l'année, si on est derrière une vitre. Mais il faut rester logique. Si on est derrière un mur toute l'année, au travail, on n'a pas besoin forcément de se mettre une crème solaire. Mais c'est très clair, merci. Alors, pour prévenir les rides, il faudrait commencer le rétinol dès 20 ans. C'est vrai et plus ou moins faux, ça dépend vraiment des personnes, mais il faut savoir quand même que les signes du vieillissement commencent quand même assez tôt. Souvent, c'est en moyenne à partir de 25 ans. C'est entre 20 et 25 ans. Après, évidemment, ça dépend de la génétique. Avant, ça ne sert à rien de se préoccuper de l'anti-âge. Il faut surtout se préoccuper de son hygiène de vie. Mais après, oui, les molécules anti-âge peuvent avoir un intérêt parce que c'est ça qui va permettre de préserver au mieux la peau avec le temps. Si j'ai la peau grasse, je dois éviter toutes les crèmes hydratantes. Alors, ça c'est faux, puisque même une peau grasse peut être déshydratée. Le sébum, c'est du gras qui permet en fait
d'éviter que l'eau ne s'évapore de la peau. Et donc, c'est comme ça qu'il hydrate. Mais parfois, la barrière, elle ne fonctionne pas très bien et elle perd quand même de l'eau. Donc, même une peau grasse peut être déshydratée. Et dans ce cas-là, ce que je conseille, c'est d'appliquer une crème hydratante avec une texture fluide pour éviter d'emprisonner ce sébum et créer des comédons, des boutons. Oui, puis il existe des crèmes spécifiques adaptées aux peaux imperfectes. Exactement. Hydratées. Après, il y a des personnes qui ont vraiment une peau qui est très grasse et là, si elles n'ont pas sensation de tiraillement ou d'inconfort, elles ne sont pas obligées d'avoir une application aussi régulière de crème hydratante. D'ailleurs, on peut accentuer en fait les problématiques de peau à imperfection, de peau grasse, par un excès parfois de nettoyage. Donc, est-ce qu'il faut absolument adopter le double nettoyage dont on parle souvent quand on se maquille? Alors, quand on se maquille, il faut se démaquiller parce que parfois, certains nettoyants n'éliminent pas correctement le maquillage. Donc oui, ça peut être intéressant de commencer par se démaquiller et ensuite de nettoyer avec un nettoyant adapté à son type de peau. Mais pour les personnes qui ne se maquillent pas, non, il n'y a pas d'intérêt. Donc, on évite d'exagérer dans sa routine de nettoyage de peau. Oui, exactement. Si on n'en a pas besoin, c'est pas la peine de le faire. Très bien. Boire de l'eau est le premier geste pour une peau hydratée. Oui, complètement. La peau, c'est un réservoir. C'est un réservoir d'eau. Donc, il faut imaginer que notre organisme, il peut se servir de cette eau-là pour fonctionner. Et quand on est déshydraté, il va se servir de cette eau pour faire fonctionner des organes qui sont essentiels à notre survie. Le cœur, le cerveau, le rein, le foie. Et donc, ça veut dire que la peau, elle va venir un peu en dernier. En dernier plan. Ouais. Donc, si on est déshydraté, la peau, elle est forcément déshydratée. Le collagène est efficace pour limiter le vieillissement cutané. Alors, c'est très tendance le collagène et on ne sait pas encore vraiment quels sont les véritables bénéfices. Pour l'instant, les études, elles ne sont pas complètement formelles. Il y a pas mal de patients qui décrivent une amélioration de la qualité de la peau, de l'hydratation. Il y a certaines études qui ont montré une amélioration de l'hydratation, mais ce n'est pas encore complètement formel. Il y en a certains aussi qui ont vu une amélioration de la qualité de leurs ongles et de leurs cheveux. Donc après, tout dépend évidemment du collagène qu'on prend. Donc ce n'est qu'un complément par rapport à tout ce qu'on fait à côté. Oui, et qui va dépendre aussi notamment de la qualité de notre alimentation. Exactement. Alors, pour revenir vraiment aux soins de la peau d'une manière générale, c'est vrai que tu les détailles beaucoup dans le livre d'Aromazone, mais si tu devais donner uniquement, on va dire, 3 conseils simples, universels, adaptés à tous les types de peau et efficaces pour avoir juste une belle peau, lesquels seraient-ils? Donc, ce qui va être important, c'est surtout l'hygiène de vie. Numéro 1, le sommeil. Essayez vraiment d'avoir un sommeil qui est équilibré. Et puis, numéro 2, c'est l'hydratation et l'alimentation. Ça ne sert à rien de se surhydrater, mais au moins de s'hydrater en fonction de son activité physique et d'avoir une alimentation équilibrée, riche en fibres, en antioxydants. Et la troisième chose qui va être vraiment importante, c'est de se nettoyer le visage au moins une fois par jour le soir. On n'est pas obligé de surnettoyer son visage, mais au moins le soir pour éliminer les excès de ce à quoi on a été exposé dans la journée. Et à l'inverse, quelles sont, selon toi, les 3 habitudes à absolument oublier, mais que tu observes encore souvent chez tes patients? Numéro 1, c'est le soleil. C'est encore une catastrophe. Aujourd'hui, on a une épidémie de cancer de peau et on en voit de plus en plus chez des jeunes. Donc, important de rappeler que l'exposition au soleil, c'est pas pour faire joli. Et le bronzage, à la base, c'est pas fait pour faire joli. Oui, c'est une réponse à une agression. Exactement. La deuxième chose, c'est de pas trop manipuler son visage, ne pas trop toucher son visage. Donc, soit des gommages excessifs ou alors de percer ses boutons parce que c'est vraiment... Là, je plaide coupable. J'ai découvert que ça avait un nom d'ailleurs, la dermatillomanie. Oui. Mais oui, et il y a vraiment des gens qui ont de toucher les boutons, de percer. Et ça n'a jamais fait disparaître un bouton, je pense que tu as dû le voir. Et puis la troisième chose qu'on voit énormément sur les réseaux sociaux, c'est les skincare à rallonge, vraiment les routines où il faut appliquer je ne sais combien de couches de crème, ça n'a aucune utilité. C'est vrai que c'est très tendance en ce moment de faire du layering, d'appliquer tous ces soins un peu dans l'ordre qui contiennent différents types d'actifs. Donc, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet des dermocosmétiques et vraiment des principes actifs. Donc, dans le livre Soins, donc, publié par Aromazone, donc, tu partages ton expertise sur 18 actifs dermocosmétiques, parmi les plus utilisés dans les compositions des crèmes ou des sérums. Alors, on ne va pas vraiment tous les passer en revue, mais du coup, je voudrais te proposer un petit quiz rapide. Je te partage une problématique de peau et tu me donnes l'actif que tu recommanderais. Oui. Une peau déshydratée. Acide polyglutamique ou acide hyaluronique, c'est des éponges à eau, donc ça peut être intéressant dans ce cas-là. L'acné.
L'acné, alors là, il y en a beaucoup, c'est difficile d'en choisir un. Rétinol ou les AHA, c'est vraiment les deux les plus Donc les acides de pour moi. fruits. Les acides de fruits. Pour les rougeurs, Acide azélaïque, c'est vraiment mon chouchou sur ça, oui. les rides ou un côté anti-âge, on va dire. Bah, en dehors de la protection solaire, qu'on peut faire de façon différente, je partirais sur soit le rétinol ou les acides de fruits, encore une fois. Encore une fois. Donc double effet. Donc si comme moi, on a une peau un peu à imperfection et qu'on a passé 30 ans, C'est magique. C'est ce que je dis à mes patients pour les encourager à traiter leur acné. Je leur dis souvent, les actifs anti-acné, c'est des actifs anti-âge. Donc allez-y, il faut y aller. les taches pigmentaires, Vitamine C. la sécheresse cutanée. Les céramides. Ah oui, Les céramides, c'est assez gras, mais ça marche vraiment bien. C'est un petit effet un peu cocooning, reposant pour une peau qui tiraille, qui est inconfortable. oui, ils sont de plus en plus utilisés dans les dermocosmétiques. On Exactement. les a vus vraiment arriver sur le marché. Ouais. Et la peau atopique. Pareil, les céramides. La peau atopique, c'est une peau qui est quand même plutôt sèche. Mais après, attention, les personnes qui font de l'acné, faut pas non plus appliquer des céramides à foison parce que c'est quand même très gras. Et là, ça risque d'aggraver les problèmes d'acné. D'accord. Donc vraiment, ça On parle dépend de de la peau problématique. atopique sèche, irritée. Exactement. irritable. Exactement. D'accord. Et toi, en tant que dermatologue, quel est l'actif incontournable de ta routine et que tu utilises tous les jours? Alors, si vous nous regardez en vidéo, vous verrez que Dima a une peau magnifique. Donc, on a envie de savoir ton secret. Alors moi, c'est vitamine C, ça c'est non discutable tous les matins. Et puis après, je mets pas beaucoup d'actifs parce que j'ai une peau qui est plutôt sensible et réactive. Donc par exemple, je ne peux pas mettre trop de rétinol ou de rétinal, je supporte pas très bien. J'aime les acides de fruits et je le fais pas tous les jours. Je le fais 2-3 fois par semaine pour exfolier, pour améliorer la qualité de la peau et puis en effet un anti-âge. Donc les AHA plutôt le soir et la vitamine C tous les matins. Bien sûr, après, la protection, si je suis exposée. Ouais. Tu soulèves un point quand même important, c'est que même en dermocosmétique, la peau ne tolère pas forcément tous les actifs. On peut voir des irritations, des petites problématiques aussi si on n'utilise pas le bon actif. Exactement. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller derrière toutes les tendances qu'on voit ou alors le dernier produit qui a un super packaging ou qui est à la mode ou avec le code promo. Il faut vraiment réfléchir en fonction de son type de peau et c'est comme ça qu'on va pouvoir composer une routine qui va être adaptée. Et encore une fois, moi, je multiplie pas. Hein. J'ai 1 ou 2 actifs chouchous, je les mets, je les alterne et surtout l'hydratation de la peau, c'est super important aussi. Et ça me fait penser aussi à un autre sujet, celui du prix, en fait, parce que on voit toujours plus de nouveautés arriver sur le marché, avec parfois des prix exorbitants. Est-ce que le prix fait la qualité de l'actif et du produit? Non, pas forcément. Il n'y a pas de parallèle entre le prix et l'efficacité du produit. Il faut vraiment regarder quel est l'actif. Et puis, regarder aussi, bien sûr, le sérieux du laboratoire ou de la marque qui a fait ce produit, qu'est-ce qu'il y a dedans. Parce que, évidemment, ça reste des produits qu'on applique sur sa peau qui peuvent aussi avoir un effet sur notre système parce qu'il y a une pénétration au niveau systémique. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de plus regarder qui est-ce qui le fait, comment on le fait, plutôt que de se dire c'est le prix, donc c'est forcément de qualité. Donc, tes recommandations seraient plutôt une routine assez simple, vraiment adaptée à son type de peau et de pas forcément trop, entre guillemets, se faire avoir avec le marketing. Et ce qui convient à une personne ne conviendra pas forcément à nous-mêmes. Oui, ce que je vois par exemple, c'est beaucoup, on voit dans les marchés asiatiques où ils font beaucoup de skincare à rallonge et c'est exactement ça ce qu'il faut faire parce que les peaux, elles sont très belles. Mais ce qu'on oublie aussi, c'est qu'en Asie, les gens se protègent énormément du soleil en fait. Et puis, il y a aussi la génétique. Donc, il n'y a pas forcément que ce qu'on va appliquer sur sa peau. Il y a aussi l'hygiène de vie et la génétique et puis il y a comment on se comporte vis-à-vis du soleil. Et pour terminer, j'aimerais qu'on parle de l'importance de consulter un dermatologue. Parce qu'on l'a compris, on peut prendre soin de sa peau avec une bonne routine, adaptée, on l'a dit. Néanmoins, certaines pathologies nécessitent de consulter un dermatologue, mais c'est pas toujours facile de s'y retrouver, en fait. On n'a pas tous les connaissances en termes de symptômes, de signes cliniques. Donc, est-ce que tu peux nous aider à y voir plus clair? Quels signes doivent amener à consulter? Par exemple, si on parle d'eczéma, de psoriasis, de rosacée. Je pense que quand on commence à avoir de toute façon une problématique au niveau de la peau et que cette problématique perdure plus d'1 mois, il faut quand même
songez à consulter sans forcément que ça soit une urgence, mais consultez au moins pour avoir un diagnostic parce que les traitements vont être différents d'une pathologie à l'autre. Si on commence à s'auto-diagnostiquer, on va commencer à appliquer n'importe quoi sur sa peau et c'est là où on risque d'aggraver sa problématique et se retrouver dans complètement autre chose. Et j'aimerais qu'on parle un tout petit peu d'acné, puisque c'est une problématique assez fréquente, alors qu'on voit beaucoup effectivement chez les adolescents, mais de plus en plus aussi chez les adultes, malheureusement. Et je suis concernée, donc je peux en parler très ouvertement. C'est vrai que cette pathologie elle a un impact énorme en fait sur la qualité de vie, sur son bien-être. Quelles solutions existent aujourd'hui? Donc, on peut parler un peu dermocosmétique, mais aussi au niveau thérapeutique médicamenteux. Alors, ce qui est important, c'est de comprendre que l'acné, c'est une maladie qui est complexe, beaucoup plus que ce qu'on pense. C'est pas un bouton, je fais quelque chose et je le fais disparaître. Aujourd'hui, on estime, et je pense que c'est sous-estimé, que 20% des adultes ont de l'acné. Et je pense qu'avec nos modes de vie qui se modifient, on va en avoir de plus en plus. Donc, il y a bien sûr la génétique, il y a les hormones qui influencent, mais il y a aussi notre mode de vie. Manque de sommeil, tout ça, en fait, va avoir un impact sur la sécrétion hormonale aussi qu'on a au niveau de notre corps, l'alimentation. Si on a une alimentation qui est riche en sucre rapide, en produits laitiers, ça a été démontré dans les études, il y a un impact aussi sur l'acné, le stress, la consommation de tabac. Tout ça va influencer l'acné. Donc, la première chose qu'il faut commencer à faire quand on a de l'acné, c'est de se dire, est-ce que déjà, j'ai pas quelque chose dans mon hygiène de vie qui peut avoir une influence. Ça ne veut pas dire que c'est forcément la cause, mais ça veut dire que si je fais un traitement, pour qu'il soit optimal, il faut quand même améliorer ces aspects-là. Après, on a effectivement, donc, dans la routine de soins, on peut trouver dans les magasins aujourd'hui des actifs qui vont être intéressants. On en a parlé tout à l'heure. Les AHA, les rétinoïdes, par exemple, vont être très intéressants. On a l'acide azélaïque qui va, par exemple, améliorer l'inflammation. On a le zinc qui va calmer l'inflammation. Et puis, on a des produits hydratants qui sont plutôt fluides avec des nettoyants qui sont adaptés aux peaux grasses. Une fois qu'on a dit ça, si on ne s'en sort pas, il faut quand même consulter. Parce que là, ça va être des traitements. Et les traitements, aujourd'hui, on a des traitements qui sont locaux. Donc, pareil, qui vont dépendre du type d'acné qu'on a. Il y a des gens qui ont que des comédons, que des microkystes, des points noirs. D'autres c'est ça, il y a différents types exactement. d'acné. Et puis d'autres qui ont que des boutons inflammatoires. Et puis, la plupart du temps, c'est mixte. Donc, on va donner des traitements qui vont agir sur ces deux types de boutons. Une fois qu'on voit qu'on ne s'en sort pas, après, ça va être des traitements par voie orale. Donc, il y a des antibiotiques qui vont bien calmer l'inflammation. Et puis après, si on ne s'en sort pas avec des acnés qui sont résistantes, ça va être plutôt l'isotrétinoïne, qu'on appelait avant le Roaccutane, qui peut concerner quand même pas mal de personnes. Et ouais, c'est important de rappeler qu'il vient finalement à la fin. En dernière ligne. En dernière ligne. Oui. Après, voilà, toute la mise en place d'une routine adaptée et aussi tous les changements au niveau du mode de vie. Voilà, et c'est un traitement qui n'est pas anodin, donc c'est à évaluer vraiment au cas par cas. Il ne faut pas venir demander à son dermato je veux le Roaccutane parce que ma voisine, elle l'a eu et que maintenant, elle a une superbe peau, parce que ça comporte quand même des risques. Merci infiniment, Dima, pour cet échange très intéressant et vraiment passionnant autour de la santé de la peau. On pourra en parler encore vraiment longtemps. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour suivre ton travail et tes conseils? On peut me retrouver sur Instagram avec le compte Dr Skin, Dr-Skin. Merci encore. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous aura donné envie de prendre soin de votre peau, de l'intérieur et de l'extérieur. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode de Soins. Prenez soin de vous.